dans son contexte. Les relations entre États sont régies par le droit international, avec les principes sacro-saints de la souveraineté et puis l'égalité des États. Même si cette égalité, ce qui n'est pas encore violé jusqu'à l'instant. Même si cette égalité est quelquefois un peu plus théorique. OK? Mais il faut mettre des gants. Bon, ici, les États-Unis ont le droit, par exemple, de décréter un embargo sur le Congo. C'est de cela que vous parlez. C'est-à-dire, un État peut prendre des mesures contre un autre État, comme par exemple, dans le cas d'espèce, je vous une parenthèse pour dire que c'est le pouvoir en place qui ouvre le flanc à ces ingérences, notamment par rapport à la façon de gérer le pays dans la violation de lois de la République, notamment la Constitution, ou les droits de l'homme. C'est ce qui donne la Libye, n'est-ce pas, à ses puissances. C'est que vous appelez le communauté international, qui du reste, ce sont quelques grandes puissances qui dominent le monde à pouvoir s'ingérer ou à pouvoir nous dominer. Mais ils ne peuvent pas voter des lois nous applicables. Non, l'État est souverain pour dire, exemple, nous décrétons un embargo commercial avec la RDC, ou la livraison des armes, on ne peut pas vendre des armes à la RDC, ça se comprend. Mais un parlement d'un pays tiers ne peut pas prendre de loi pour sanctionner les citoyens de notre pays. Ça ne pensez-vous pas que Simbikaï, même ces embargos sont coulés sous forme de loi, justement? L'embargo est acceptable. Je peux refuser, moi, de collaborer avec vous. Mais quant aux sanctions, par exemple, applicables sur les acteurs politiques d'un pays comme le Congo, les Américains feraient mieux de passer par l'ONU. Parce que comme nous sommes membres de l'ONU, n'est-ce pas, cela veut dire que nous avons hypothéqué une partie de notre souveraineté par rapport à cette organisation. Mais ils ne doivent pas d'abord agir. Les États-Unis dominent l'ONU, l'influence, et en dépit de cela, prendre des lois applicables sur des citoyens qui n'ont pas élu ces députés-là. Et j'ai vu que les gens se frotter les mains ici. Vous voyez, parce que les gens, imaginez-vous quand vous serez au pouvoir, moi chef de l'État, je ne peux pas accepter ça. En principe, les deux familles politiques, nous devions nous mettre ensemble pour dire non. C'est vrai qu'il faut condamner le blocage processus. Il faut condamner le pouvoir de Kinshasa pour n'avoir pas gardé l'argent pour les élections. Il a tort. Il est blâmable. Mais de là, accepter qu'un État étranger nous colonise, ça c'est une colonisation. Parce que vous savez, après 60, la Belgique nous a donné l'indépendance. Après un temps, il y a eu notre pays qui était sous tutelle de ce qu'on appelle la Troïka, notamment dans les années 90. On a vu comment les États-Unis, la Belgique, la France, qu'on appelle Troïka, sont gérés dans nos affaires. Et après, on a cédé ça à ce que vous appelez communauté internationale, avec en tête les États-Unis, qui sont quelques pays seulement qui nous dominent pour nous exploiter. Et ça, dans mon combat politique, j'ai dit non. Voilà pourquoi je m'oppose à tout le monde de la classe politique, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, qui est inféodé aux puissances étrangères. Parce que tant que nous serons inféodés, on peut beau changer de régime, rien ne changera. C'est comme ça qu'en Afrique, même quand le régime change, il y a toujours la misère qui continue parce qu'on est exploité. Sur ce point, en tout cas, je renvoie dos à dos le pouvoir, l'ANP et l'opposition. Pourquoi l'ANP? Parce que l'ANP évoque la souveraineté, n'est-ce pas, de notre pays, seulement quand ça, on attaque ses intérêts. Mais quand il faut appeler l'Union européenne pour venir ramasser les poubelles à Kinshasa, quand il faut quémander l'argent pour les budgets, ensuite de suite, quand il faut... Il n'y a pas que ça, il y a des opposants qui pensent que pour acquérir le pouvoir en RDC, il faut passer par les... Non, je commence d'abord par le camp de ceux qui ont le pouvoir, qui ouvrent la porte, n'est-ce pas, à cette ingérence, à cet impérialisme, parce que la main qui donne est toujours celle qui reçoit. Pourquoi pour nos élections, eh ben, un pays aussi riche doit dépendre des finances de l'étranger? Voilà. Et d'un côté, il y a ceux qui prétendent vouloir remplacer ceux qui sont au pouvoir, qui eux-mêmes aussi courent à Bruxelles, Paris, Washington, en train de commander les pouvoirs. Donc je m'oppose à ces comportements d'où qu'ils viennent. Même si je suis incompris, parce que ici, le combat du pouvoir prime. C'est comme ça que les gens se mettent derrière les slogans et les individus. Vous verrez que, de part et d'autre, pour ceux qui disent ici des opposants en étant opposants de Kabila et tout ça, parce que vous verrez que du côté de la majorité, je ne vois pas un projet de société clair, en dépit de leur slogan, de la modernité.
Je ne suis pas là pour me méranger derrière les La modernité a des axes bien précis. Vous allez m'en parler. Contrairement à l'opposition. Vous allez m'en parler tout à l'heure, ok? Parce qu'un projet doit avoir des faits concrets qui sont prévus, un chronogramme dans le programme pour l'exécuter. Alors moi, j'ai refusé de manière sur de slogans, notamment aussi, de l'autre côté aussi. Il y a un groupe qui a pour programme le changement, qui est aussi un slogan creux. Non, moi, je refuse de me mettre derrière un néant. Voilà pourquoi j'ai décidé à défendre. Et ces idées-là, même si elles sont incomprises par une majorité, petit à petit, ils comprendront. Donc, quand il faut combattre le système en place et le pouvoir en place, je suis bien d'accord avec mes collègues de l'opposition. Mais quand il faut faire comme les autres, eh bien, ouvrir la voie à l'impérialisme international sur nous, là, j'ai dit non. Voilà, je crois que la perception des choses est différente. J'ai ma façon d'apprendre la politique, c'est d'abord défendre les intérêts de mon pays, son indépendance, sa souveraineté. Parce qu'avant de conquérir ou conserver les pouvoirs, il faut d'abord que le pays existe. Mais Steve Mbekaï, parlant de cette question aujourd'hui, on a l'impression que ça fait partie des conséquences historiques aujourd'hui. Il est vrai que personne ne peut nier la grande puissance des États-Unis ou de la communauté internationale aujourd'hui. Alors, s'il faut tenir responsable, c'est qui? C'est pas Joseph Kabila. L'aide américaine a commencé bien avant cela. C'est pas parce qu'on donne qu'on doit aller au-delà. Les États-Unis ne donnent pas de l'argent pas qu'à la RDC. Moi, je ne personnalise pas les débats. Vous verrez que quand moi je parle, quand je termine... Je comprends. On parle d'idées. Les grands esprits parlent d'idées et non de personnes. Allons-y. Quand moi je parle, je parle des idées. Mais ceux qui nous suivent pensent aux individus directement. Parce que pour eux, eh ben, ils seraient très, très contents de s'aligner sur des individus, faire des déclarations populistes. Vous savez, si moi je veux devenir très populaire aujourd'hui, je vais me lancer dans les incohérences du genre déclaration tapageuse, populiste, X doit partir, tel jour ne doit pas être là, il est voleur, ainsi de suite. Non, ou alors essayer à être fanatique de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ça mon combat. Ici, je crois que le président en place eh ben, a hérité du passif de l'actif, n'est-ce pas, de ses prédécesseurs, mais aussi par rapport à la gestion du pays depuis que l'AMP, n'est-ce pas, est au pouvoir. Il y a quelque temps que j'ai vu que, eh ben, ils sont mis à dire non à cette ingérence. Et sur ce point, je suis bien d'accord. Voilà pourquoi, sur ce point-là, quand moi j'ai eu l'entretien avec le président Kabila, eh ben, comme je trouvais que, pour le moment, il est opposé aussi à cette ingérence, à cet impérialisme, je suis bien d'accord. Et même tout acteur politique de l'opposition qui serait contre la domination de Congo par les autres, qui serait d'accord sur cet aspect-là. Mais sur d'autres aspects, le fait pour son gouvernement d'avoir toujours la main tendue pour son budget, pour les élections et autre chose, le fait de n'avoir pas respecté le délai constitutionnel pour les élections, ça ouvre, n'est-ce pas, la porte à ces ingérences. Donc, quelque part, on en est responsable aussi. Et c'est pour cela que moi, je m'oppose au régime Kabila. Pas parce que je suis contre le président Kabila, mais parce que sur ces points précis du combat pour la souveraineté, j'estime qu'au départ, ils avaient ouvert vraiment le flanc, même si par la suite, ils essaient de se ressaisir. Et je vais vous poser une question directe, Steve Mbekaï. Quelle est l'attitude que doit prendre le gouvernement congolais face à cette question? Rejeter, pas seulement le gouvernement. D'abord, et pensez-vous que rejeter, ça sera sans conséquence? D'abord, ces lois-là qu'on a votées, et moi j'ai dit, ça ne peut pas être applicable à moi. On va les appliquer au sujet des Américains, au sujet des impérialistes. Et ça dit quoi? On va les appliquer aux gens qui prennent l'argent de notre pays, de l'Afrique, et qui vont le cacher en Occident. Parce que quand on parle des sanctions, généralement, c'est quoi? Je veux les avoir. D'abord. Or, moi, dans mes principes, dans mon idéologie politique, je ne peux pas prendre l'argent de mon pays pour aller le garder à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est une trahison pour les politiciens dans le pays de puiser l'argent chez eux, à le garder dans les pays riches. Et cet argent aide, n'est-ce pas, l'économie des pays riches. Vous comprenez? Donc là, je suis tout à fait opposé. Donc, l'autre sanction, c'est quoi? C'est refus des visas. Mais moi, si je refuse le visa d'aller aux États-Unis, aller en Europe, pour moi, ce n'est pas une punition. Vous voyez à quel point on trouve que nous sommes des sous-hommes, nous les Africains. Pourquoi est-ce qu'on peut penser que quand on te refuse un visa pour aller en Europe, c'est une punition, une sanction? Donc, ce sont des sanctions vaines pour moi. En principe, la classe politique congolaise, opposition, majorité, gouvernement, nous devons dire par question. C'est vrai que les Américains, les Européens et autres ont le droit de critiquer ce que nous faisons,
ont le droit, dépend de sanctions autrement, par exemple en refusant de collaborer avec notre pays, mais ils n'ont pas le droit de voter des lois qu'on va appliquer sur nous, qui ne sont pas américains. Je crois que même un enfant... Non, mais ne pensez-vous pas aller à mettre la charrue avant le bœuf, d'autant plus que le contenu de ces lois ne sont pas encore connus jusqu'à la STMDKI? Et s'il s'agissait justement de ce que vous venez de parler et restreindre quelques arrêts de coopération et autre chose? Je suis au niveau des principes. Dans le principe, ils n'ont pas le droit de prétendre légiférer. Légiférer à la place des élus congolais. Même, pour que j'en comprenne trop bien, je peux prendre un exemple assez banal. Donc, même dans le même pays. Est-ce que vous pensez que le Parlement du Kassai oriental, n'est-ce pas, l'Assemblée Kassai orientale, peut voter inédit, donc, parce que les lois au niveau provincial, on appelle ça les édits, peut voter inédit qui donne le pouvoir au gouverneur du Kasaï de pouvoir prendre des sanctions sur les habitants de Kinshasa ou du Bas-Congo. Mais que non. C'est ça, au fait. Ça ne peut pas se comprendre. Parce que ces élus du Kasaï ont été élus pour légiférer pour le Kasaï. C'est comme ici aussi. Les parlementaires européens, parlementaires américains ont été élus pour légiférer pour les Américains. C'est bien dommage qu'ici, même quand je parle là, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça drôle, quoi. Parce que pour eux, non, comme les Américains veulent nous aider pour qu'il y a l'alternance, il faut ça. Non, mais justement, mais même quand nous c'est serons que là... décrié, même le maître Ouad l'a dit un jour, où la classe politique est immature aujourd'hui, et avec ce qu'on a vécu depuis de l'histoire, quoi de plus normal aujourd'hui d'essayer de vous remettre à l'ordre? Même quand nous serons là aussi, parce que si aujourd'hui nous acceptons que les Américains, n'est-ce pas, puissent voter des lois nous applicables, demain ils vont voter des lois pour demander à leur chef de l'État, à leur président de nommer un président en Afrique, ou de nommer un président en RDC. C'est pas acceptable. Je crois que... La classe politique le pense déjà. Ça fait plus d'une année. Le pouvoir vient de là. J'ai même suivi une émission, un ministre, n'est-ce pas, du moment actuel, qui disait que Simon Boutou, quand l'Afdel est arrivé ici, avant la l'Afdel, eh ben, les chancelleries ici, les ambassadeurs, sont eux qui avaient mis en place le gouvernement, les Koulia. Mais il y a même un opposant qui a dit dans une déclaration, il vient de ceux qui décideurs, ceux qui décident du pouvoir. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis, que c'est ça la différence. Ceux qui me suivent doivent comprendre que les gens doivent petit à petit essayer de s'habituer avec ma philosophie politique, la NCPS, donc la nouvelle classe politique et sociale. Cette philosophie qui nous pousse à pouvoir nous battre pour être un peuple indépendant, ok, et pour éviter, n'est-ce pas, que nous soyons dirigés de l'extérieur. Même si nous avons des problèmes à l'interne, on doit les régler entre nous. Le peuple congolais a bien le pouvoir de sanctionner, même de chasser les dirigeants, même ceux qui sont élus, parce qu'il est souverain. Mais il ne doit pas accepter que ce travail soit un travail d'un gouvernement étranger. Et là, nous devenons de sous-hommes, nous devenons un peu sous tutelle, nous devenons le pays, n'est-ce pas, colonisé. Avant de passer au deuxième sujet, je vais poser cette question. Il est vrai, c'est bien ces sursauts d'orgueil en tant que Congolais, mais pensez-vous qu'aujourd'hui la RDC est en mesure, justement, de prendre à contre-pied les décisions des États-Unis aujourd'hui? Pensez-vous que nous sommes assez mûrs pour pouvoir tenir? Absolument, mais pourquoi? Vous savez, quand on dit bien qu'un empire, un royaume divisé contre lui-même est appelé à disparaître, c'est justement parce que dans la classe politique, il y a justement de tous les côtés les gens qui sont d'accord avec cette façon de faire. Mais si tout le monde, tous les Congolais n'étaient pas d'accord, ça ne marcherait pas. Il y a des pays où ils n'oseraient pas faire ça. Une fois, ils avaient osé prendre des mesures contre un Chinois, mais le gouvernement chinois avait rejeté. Catégoriquement. La question de rapport de force, justement. Est-ce que dans ces rapports de force, la RDC... C'est d'abord une question des dignités, parce qu'ils ne viendront pas ici avec l'armée au sol pour nous faire la guerre, parce qu'on a rejeté. Ça, même la Charte des Nations Unies interdit. Alors, et aujourd'hui, nos amis occidentaux doivent tirer des leçons de ce qui se passe chez eux. Je déplore d'abord, en passant, j'ouvre une parenthèse, pour compatir avec les familles qui ont perdu les leurs, n'est-ce pas, à Nice, en France, pour aussi compatir avec nos compatriotes qui peuvent la vivre chaque jour à Béni. Alors ce qui s'est passé à Nice, c'est la conséquence. Qui est responsable au fait? C'est l'impérialisme. Ce sont les dirigeants occidentaux qui créent la désolation en Irak, en Libye, en Syrie. Et ça résonne contre eux, les innocents meurent. Donc il est grand temps que l'Occident repense sa politique par rapport à la façon dont il exploite
le tiers-monde exploite les pays les plus faibles. Je crois que c'est très important. Et nous-mêmes aussi, nous devons prendre conscience pour nous opposer à cette espèce de dictat sur nos États. On va passer au deuxième sujet. Après, qui a finalement raison en ce qui concerne le dialogue? Après l'appel du chef de l'État, après le communiqué conjoint signé par les organismes internationaux, cette fois, la classe politique, je cite quelques cas, semble revenir à la raison dont le G7 exactement, mais on se pose aussi la question, pourquoi avoir perdu autant de temps, Steve Bikayi? Il est vrai que vous avez aimé le dialogue depuis longtemps, mais est-ce qu'aujourd'hui ces dialogues gardent encore la teneur qu'il avait avant? Mais moi je pense que les gens donnent raison plutôt, vous savez, je n'aime pas parler de moi, mais excusez-moi, de la force de mon récit, il ne faut pas me fâcher de dire que tout le monde m'a rejoint, y compris le chef de l'État, parce que moi je vais commencer à parler de dialogue en 2013. Le chef de l'État en a parlé, n'est-ce pas, en 2015. Le président Sévédi en a parlé en décembre 2014, vous comprenez? Et que depuis le mois de janvier, ça fait déjà bientôt 7 mois, j'avais prédit que d'après mes calculs, il n'y aura pas élection en 2016. Et qu'il fallait commencer déjà à penser à une transition. J'étais diabolisé. En juin déjà, 2015, le 30 juin, j'avais proposé, bien que moi j'étais pour un dialogue seulement entre Congolais, mais j'avais proposé qu'on désignât même Abdou Diouf comme facilitateur de notre dialogue. Ça faisait déjà une année. Mais les gens ont rejeté le dialogue. Ils ont dit que ça n'a pas de sens, c'est sans objet. Mais voilà qu'après plusieurs mois, les gens reviennent tous à la raison. Et j'avais prédit en décembre 2015 que je connais tous les acteurs, leur site de jeu, et que tous viendront au dialogue. On me donne raison aujourd'hui. Après avoir perdu le temps, tout le monde revient au dialogue.